pratique. Donc, je suis désolé pour la première partie, mais je pense que c'était nécessaire de placer un certain nombre de choses. Puis comme vous pouvez le voir dans le coin inférieur gauche, à chaque fois que je vous arrive avec une situation d'apprentissage, il y aura toujours ça, c'est-à-dire la fiche qui montre dans cette activité-là, dans cette situation d'apprentissage-là, mon intention, c'est vraiment d'aborder la démarche de conception. Donc, mon activité s'appelle Les ponts de Calatrava. Vous connaissez peut-être l'architecte Santiago Calatrava, à qui on doit des ponts, mais aussi différents symboles forts ici de Barcelone, mais aussi plein de bâtiments. Donc c'est un architecte très, très inspirant. Et au printemps dernier, j'ai fait une activité avec mes élèves qui a été vraiment qui les a vraiment comme captivés, qui les a aimés, qui les a amenés finalement à faire un peu différent de le type de pont qu'on faisait par le passé. Donc, encore là, il y avait un cahier de charge qui les contraignait. Là, je ne sais pas si on voit bien ici, je vais juste déplacer ça, mais euh, euh, donc, c'est une situation d'apprentissage pour les C1, CE2 ou CM1, CM2. Le où, c'est que je l'ai adapté. Puis l'endroit où je vais aller vous montrer à la toute fin, vous allez voir, vous avez le cahier avec les deux cas. Donc, pour les plus petits et pour les plus grands. Voilà. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les scientifiques commencent souvent par aller se documenter. Donc, moi, souvent, je fais ce qu'on appelle une lecture interactive avec mes élèves. Donc, j'ai utilisé pour lecture interactive, donc juste pour préciser, pour être certain qu'on se comprenne tous. Lecture interactive, on entend, donc, j'utilise un texte résistant, c'est-à-dire un texte qui pourrait générer des bris de compréhension. Et donc, à travers ce texte-là, ben, il y a plein de... Ça, je pourrais aller cliquer dessus simplement pour vous montrer, là. Donc, vous avez donc la fiche où vous avez vraiment comme les questions à les poser aux élèves. Puis on a des questions, bon, je ne sais pas si vous voyez le petit R ici, le petit C, donc des questions de compréhension, de réaction, d'interprétation et d'appréciation. Donc, pour amener finalement les élèves c'est ça, à comprendre un peu mieux qu'est-ce que sont les, les différents ponts. Donc, essentiellement, avec ça, je vais juste essayer de bouger ça. Je clique sur là. OK, parfait. Je vais pouvoir revenir avec ma présentation ici. OK, excellent. Donc, ça a amené à découvrir finalement les 5 types de ponts. Donc, donc les ponts à arc, les ponts naturels. On avait le pont suspendu, le pont à haubans, puis le pont à poutre. Donc, à travers ça, une fois qu'on s'était informé un peu plus, donc là, le cours suivant, ce que j'ai fait avec les élèves, bon, selon avec les petits, là, on avait vraiment, comme dans le cahier, ils avaient vraiment comme tu dois fabriquer un pont de 40 cm de longueur sur 12 cm de largeur et tu dois déposer jusqu'à une masse de 5 kg. Pour les plus grands, là, ils avaient comme une carte topographique avec un tracé là, de la rivière et ils devaient concevoir un pont intérieur avec la, la, la légende, il devait être à même de convertir tout ça pour pouvoir déterminer la longueur du pont. Donc, encore une fois, le même enjeu se présentait. Donc, il devait pouvoir supporter une charge de au moins 5 kg. Donc, encore une fois, on part des conceptions premières des élèves, c'est-à-dire, bon, pour plusieurs élèves, et lorsqu'on les questionne, désolé, ça on vous rappelle, ça me rappelle qu'on est à l'école. Hein. Et nous, on n'est pas le soir, nous, il est 11h30 de l'après-midi, donc du matin, pardon. Donc, conception première, bon, pour beaucoup d'élèves, le pont suspendu, c'est le pont qu'on retrouve le plus souvent pour franchir une rivière. Donc là, ça fait référence à la fois à ce que les élèves peuvent voir dans les parcs nationaux. On a souvent ce type de pont-là, des grands ponts à cordes c'est ça, en nature. Donc, dans mon affiche ici, là, je suis vraiment, une fois après avoir sollicité leur conception, là, je suis vraiment plus dans mijoter des idées. Donc, on est allé là-dessus, on a vraiment allé explorer l'univers vraiment créatif de Santiago Calatrava. Et là, j'avais imprimé des affiches, j'en avais mis au tableau. Les élèves avaient des tablettes où ils pouvaient aller voir sur le site web, parce que le site web de l'architecte est vraiment bien fait. On est dans peu de mots, on est vraiment dans des grandes images qui couvrent toute la page. Donc, et là, donc, on a amené les élèves à voir ça. Donc, quelles pourraient être les sources d'inspiration? Quelle posture? Donc, à quel besoin ça répondait? Donc, parfois, on avait différentes sortes de structures. Parfois, ça répondait à un besoin de
pour les passagers. Parfois, c'était comme le pont en bas à droite, c'était même un pont qui bougeait. Lui, était vraiment impressionnant, un pont qui se retrouve en Irlande. Donc, on est allé voir finalement pourquoi certains types de ponts, puis à quel besoin ils répondaient. Donc, ça, c'est le scientifique en moi, là, très cartésien. Mais après ça, on est allé vraiment plus du côté artistique. Quelles pouvaient être ses sources d'inspiration? Est-ce que la nature pouvait être sa source d'inspiration? Là, on est allé, avec les élèves, on faisait ressortir tous les éléments organiques, les éléments, le mouvement, OK? Parce qu'il n'y a rien de linéaire. On est loin d'un pont très drabe, très plate, là, où les enfants, très linéaires, vraiment, donc, dans son univers, puis c'est un peu ça que je voulais amener chez les élèves. Et en même temps, mais vous me voyez peut-être venir, ça ajoutait une difficulté. D'accord? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est une fois cette inspiration-là faite, je me permets de revenir sur la diapo précédente. Ce que j'ai omis de dire tout à l'heure, c'est que ce que vous avez à droite, c'est un petit pont que j'ai fait faire aux élèves au tout début. Donc, tous les élèves ont eu à faire un petit pont, que ce soit les petits ou les grands, parce que je voulais, avec de la colle et des bâtonnets qu'on appelle ici bâtonnets de popsicle, là, des petits bâtonnets de bois là, pour les sucettes. Là. Donc, c'est ces petits bas-là. Ils en avaient 150, puis ils devaient me faire le pont le plus solide. Donc là, je leur ai dit, là on ne s'était pas inspiré de rien du tout. Je leur ai dit, quelles pourraient être les structures les plus solides? Là, on est vraiment du point de vue uniquement mathématique. Donc, et là, on essaie est-ce que ce serait avec des carrés? Est-ce que ce serait avec des rectangles? Et rapidement, ils ont découvert que les carrés, les rectangles, bon, à cause des points, tout ça, puis le fait que c'était pas des structures très, très, très solides. Donc, ça a fait des ponts un petit peu plus ferroviaires, plus classiques, si je veux, mais au moins, c'est que ça a permis, comme vous pouvez le voir à droite de l'image, donc d'avoir des ponts excessivement solides et même on s'est un peu laissé aller. Là, on a même des briques là, de très, 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 très pesantes que moi, je mettais. Donc, maintenant, pour avancer dans ce projet-là, par la suite, j'ai demandé aux élèves d'aller créer leur pont, mais non pas de le dessiner sur papier. Je suis allé le créer sur Tinkercad. Donc, si vous ne connaissez pas Tinkercad, voici rapidement. C'est un logiciel en ligne, c'est excessivement bien fait, c'est fait par la suite AutoCAD. Donc, dans vous avez comme, je ne sais pas si vous voyez le menu ici à droite. Donc, ce sont tous des formes géométriques, pardon, des formes géométriques que les élèves peuvent emboîter les unes sur les autres. Donc, essentiellement, c'est comme ça. Donc, si par exemple, je prends, peu importe, là, un cube comme ça, je peux le modifier, donc très simplement, lui donner une certaine hauteur, préciser, je peux même le faire tourner, je peux le modifier aussi, je peux venir prendre des morceaux, hein, ça ici, en modifiant, tu sais, si je veux venir faire, on va imaginer que c'est un mur on veut faire une porte, on pourrait venir faire tout simplement, et là j'ai qu'à sélectionner, et à fusionner les deux. Puis comme vous pouvez voir, ça fait une porte. Donc, c'est très, 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 très simple, en peu de clics. Moi, je vous dirais que j'utilise ça là, dès le CP, là, avec les élèves de nous, ce qu'on appelle les maternelles, nos petites maternelles de 5 ans, donc pas vos maternelles de 3 ans, mais avec nos maternelles de 5 ans, je leur fais faire une navette spatiale avec ça. Puis, donc, soyez sans crainte, s'il y en a parmi vous qui ne connaissaient pas ce beau logiciel-là, donc c'est très simple. Donc, pour revenir à ce que je vous disais, je leur ai fait imaginer donc le pont. Donc, ils ont choisi. Est-ce que je fais un pont suspendu, un pont... Ça, c'est celui-là, ils sont restés plus avec l'idée de le pont à structure avec simplement un poutre, un pont arqué, un pont... donc, différents types de ponts. Et là, ben, selon que j'avais des petits ou des grands, les petits, je leur avais demandé de me faire une frise. On a vu qu'est-ce que c'était les frises, on avait fait un retour là-dessus. Pour les grands, on avait insisté pour qu'il y ait un motif de dallage. Donc, comme vous pouvez voir, on peut modifier, on peut complexifier tout dépendant de nos intentions pédagogiques. Donc, par la suite, je me remets, voilà. Par la suite, là, j'ai du matériel. Puis là, ce qui est important de comprendre, c'est que moi, quand je propose du matériel aux enfants, d'une part, ils n'ont pas tout du matériel. Moi, mes élèves sont responsables du matériel que je leur donne. Donc, ça ici, vous avez à la gauche les C1, CE2, ce qu'ils avaient comme matériel pour faire leur pont à la manière de Calatrava, et les plus grands. Donc, du carton rigide, alors que les plus vieux avaient des affiches de Coroplast recyclées. Donc, je suis beaucoup dans du matériel recyclé. Donc, des bâtonnets de bois, des boujons, de la ficelle de boucherie.
ficelle assez solide qu'on utilise là, pour attacher les pièces de viande, qui s'attache aussi facilement par les enfants. On aime moins, bon, les plus vieux vont être capables, là, mais on aime moins le fil à pêche parce que justement, il est moins solide. Mais en fait, non, pas qu'il est moins solide, il est moins facile à faire des deux. C'est plus ça, désolé. J'ai dit le contraire de ce que j'avais en tête. Et donc, avec les plus vieux, je vais utiliser peut-être un tapis de découpe, ce que je ne vais pas faire avec les plus petits. Donc, là où je veux aller dans c'est que, comme je vous disais, je ne donne pas tout le matériel aux enfants. Les enfants sont responsables. Je peux avoir un élève qui est responsable des goujons, un élève qui est responsable du carton recyclé. Et les élèves doivent faire une liste du matériel et doivent aller présenter leur liste à l'élève qui est en charge du matériel. Et à la fin, donc, s'il y a eu de l'abus du matériel, tout ça, ben, j'ai toujours un responsable. Donc, moi, mes élèves sont toujours comme co-responsables avec moi du matériel. Fait que oui, ils peuvent aller et ils peuvent négocier des échanges. Donc, concrètement, si un tel a besoin de boujons, l'autre a besoin de ficelles, il peut négocier un échange. Même chose pour les perceuses, les règles, bon, tout ça. Parce que je veux que les élèves apprennent à travailler ensemble. Je veux que les élèves soient conscients que le matériel s'épuise, que le matériel doit être bien utilisé. Donc, dans mes groupes, j'ai des élèves qui sont responsables d'expliquer, OK, la perceuse, elle fonctionne comme ça. Alors, plutôt que d'expliquer toujours à tout le monde, j'ai des responsables, des spécialistes de chacun. Puis je vous dirais, là, ici, je n'ai pas mis d'activité où il y a des machines de type impression 3D, tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que je ferais pareil avec une machine d'impression 3D, par exemple. Donc, pour revenir à mon activité, dans cette activité-là, donc chaque élève est responsable du matériel et donc se prête du matériel. Et à la fin d'un cours, moi, j'aime bien faire mes étoiles de la journée. Donc, par exemple, Cynthia, qu'est-ce que Cynthia a fait de bien aujourd'hui? Donc, par exemple, elle a partagé, Ludovic, lui, il a aidé un élève, lui, sa façon de, ça a été comme, lui, il est particulièrement bon au niveau artistique, donc il a aidé à tracer lorsqu'il est venu le temps là, de pré-tracer pour découper. Donc, les élèves s'entraident de cette façon-là. C'est quelque chose, ça, c'est vraiment un aspect important de mon travail et très, très, très facilitant. À partir du moment où on met ça en place, là, on n'a plus l'impression de devoir gérer un atelier, devoir gérer. Ça simplifie beaucoup la gestion de la classe. Donc, par la suite, on testait, une fois que les élèves avaient terminé, pas terminé, mais étaient en train de faire leur pont, on testait avec les différentes masses. Donc, par exemple, 1 kilogramme, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça tenait le coup? Sinon, ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour solidifier? Et donc, sans m'étendre trop sur cette activité-là, comme vous pouvez voir, ça a donné comme vraiment des projets très, très, très différents. C'est un petit peu la mentalité derrière les STIAM aussi, c'est qu'on ne souhaite pas que tout le monde fasse le même produit final. Comme il va s'intéresser, il va cheminer dans la créativité, il va cheminer dans vraiment ce qu'il veut faire, il va s'intéresser à l'architecte qui est son influence, ben, il risque de faire quelque chose de très, très, très différent. Donc, par la suite, on avait fait une exposition là, qui a été célébrée par toute l'école. Donc, c'était une belle occasion là, de vivre une belle situation d'apprentissage. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous pensez encore à mon ours qui hiberne. J'ai une activité pour les CM1, CM2 qui va peut-être vous intéresser. Celle-là, elle est plus courte. Là. Je me suis vraiment étendu sur la précédente. Je vais essayer de me rassembler un peu plus. Là. Mais donc, pour beaucoup d'élèves, eux, dans leur conception, c'est que les animaux immigrent vers les pays, vers le sud. Ici, on va clairement dire vers le sud, parce qu'à cause de la rigueur du climat. Que la fourrure, la laine, les plumes, le duvet, bien, que ça réchauffe le corps des animaux plutôt que l'inverse, c'est-à-dire que garder la chaleur tout près d'eux. Que la neige, bien, que c'est froid et que ça n'a aucun pouvoir isolant. Bien, ces trois conceptions premières-là, bien, l'activité va permettre de les déconstruire. Là, le matériel est vraiment très simple, donc des bouteilles recyclées et tout ce que vous voyez là, j'ai trouvé ça donc dans petit marché d'artisanat ou en grande surface, on pourrait trouver ça. Donc, fausse fourrure, des plumes. Ça, c'est une relique qui me rappelle mon secondaire, un vieux manteau, un vieux manteau de cuir pour imiter la peau des animaux. Et donc, essentiellement, l'activité, c'est là, on est dans une démarche d'investigation. Donc, comme je l'ai dit tantôt, on est allé solliciter leur conception première. Et là, les élèves, au niveau des démarches, elles se ressemblent vraiment beaucoup dans ce qu'ils ont à faire, mais ils peuvent tester vraiment plein de choses. Ils peuvent tester le rôle de la peau, ils peuvent tester le rôle de l'isolant, c'est-à-dire de la fourrure, ils peuvent tester le rôle des plumes, puis là, bien sûr, on enlève le sac, là, c'était simplement pour prendre la photo, et ils doivent en tout temps comparer avec une bouteille témoin. Donc,
concrètement, ce qui se passe, c'est que c'est une activité, bien sûr, interdisciplinaire avec mathématiques. On souhaite collecter, décrire, organiser des données pour amener une certaine interprétation. Donc, comme vous pouvez voir ici, donc, pour amener les élèves finalement, là, donc si je prends mon équipe qui va s'intéresser finalement à la fourrure, donc il va, pendant une période d'une heure, à chaque 5 minutes, va mesurer donc va lire sur le thermomètre, un simple thermomètre à alcool, va mesurer la déperdition de la température. Donc, comme on peut voir au début, on part à 72 degrés Celsius. Et au fur et à mesure que l'activité avance, on voit que dans la bouteille sans fourrure, si je la compare avec fourrure, on voit que la bouteille reste plus chaude dans la bouteille avec fourrure. Puis ça, là, je vous dirais que pour cette même activité-là, j'ai une quinzaine d'activités différentes que les élèves peuvent faire avec ça. Là, si par exemple, je veux comparer à un animal où on s'imagine, mettons, les élèves disent, ah, mais je pense que les élèves, le poil de tel animal va s'épaissir avec le froid. Bien, ils vont pouvoir comparer une bouteille qui serait avec une fourrure très épaisse, très dense, d'une autre où on aurait carrément coupé du fil, pas du fil, mais des petits poils pour voir finalement l'impact. Donc ça, c'est un gros coup de cœur auprès de nos élèves, très simple à mettre en place et très intéressant parce que nous, ça nous amène vraiment à travailler le tableau, à travailler comment on arrive à avoir une variable dépendante avec une variable indépendante, une variable dépendante, par exemple. Donc ici, la variable, donc la fourrure que je vais voir au fil du temps. Donc, ça me permet de travailler ça, ça me permet de travailler la fabrication d'un tableau, puis c'est une activité simple. Si je la compare à l'autre, beaucoup moins de temps, puis par la suite, je vais pouvoir faire un retour avec les élèves. L'endroit où je vais vous envoyer sur mon site web, Classe de sciences, vous avez des tableaux. Je suis allé dans des livres scientifiques où on mesure l'épaisseur du gras, où on mesure l'épaisseur du poil, et comme ça, on peut mener des comparaisons. Donc, les animaux qui sont dans la mer, ne serait-ce que penser à la mer glacée comme des baleines. Donc, eux, on pourrait dire, bon, c'est l'épaisseur de la graisse. Donc, quel pourrait être l'impact? Je vous dirais, je l'ai déjà fait, même celle-là avec des élèves. On avait pris, on l'avait fait en laboratoire. On a fait même aussi avec l'idée, les enfants disent, ben, ils se réfugient dans leur terrier. Fait qu'on avait fait comme un genre de terrier avec les élèves. On comparait notre témoin qui, lui, était une simple bouteille avec la bouteille qui était dans son terrier. Ma troisième activité, puis là, ben, peut-être que, quelle heure il est? Peut-être que écoutez, je vais passer, je ne veux pas aller trop vite, mais bon, il m'en restait deux. Je vais laisser tomber peut-être la dernière, mais elle sera dans le Canva. Donc, celle-là, c'est une activité interdisciplinaire, mais avec la lecture. Donc, on commence avec un cercle de lecture. Donc, les élèves, moi, j'aime vraiment beaucoup l'auteur Lucy Hawking, qui est la fille du grand physicien décédé malheureusement, Stephen Hawking. Donc, eux ensemble, ils ont écrit plusieurs tomes des aventures de Georges et Annie. Donc, c'est de la science-fiction, c'est vraiment emballant pour les élèves. Moi, je me fais des cercles de lecture avec ça. On en a plusieurs. Donc, au fil des années, on a acheté vraiment comme plusieurs de ces romans-là. Et avec les élèves, on apprend donc à comprendre, on apprend dans le fond comment les astronautes font pour se préparer à un voyage dans l'espace. Et justement, dans l'album, pas l'album, le roman Georges et la Lune bleue, c'est justement le cas. Nos deux amis qui ont à peu près l'âge de nos élèves, là, donc 10-12 ans, là, des élèves du collège, donc ils doivent se lancer dans un manège d'entraînement spatial. Et donc là, dans cette activité-là, on va demander aux enfants de concevoir un manège d'entraînement spatial. Encore une fois, on part des conceptions premières des élèves sur la friction, par exemple, mais aussi c'est une expérience qui parle pas que de la friction. On va parler des forces centrifuges, centripètes, l'inertie. Donc, vous vous souvenez tout à l'heure de je le représente rapidement donc dans Tinkercad. Donc, ce qui est intéressant avec Tinkercad, c'est que, bon, on va enlever la porte qui n'a aucune utilité ici, c'est que lorsque je vais ici en mode, je peux construire des choses, mais je peux aussi faire ce qu'on appelle un laboratoire de simulation. Donc, si je clique sur chacun des objets, voyez-vous, je peux déterminer quel va être le matériau. Donc, ici, les élèves vont devoir fabriquer un manège.
au début, je leur demande de fabriquer un manège virtuel. Par la suite, ils vont fabriquer un vrai manège. Je vous le montrerai plus. Et donc, on peut travailler sur certaines variables. Donc, dire la bille qui est là, elle va descendre sur un plan incliné. Elle va faire tomber un certain nombre d'objets. Si je la mets, par exemple, en plastique, en béton, en glace, est-ce que ça va avoir le même effet? Puis par la suite, ça nous donne l'occasion justement de le simuler à l'écran. Donc, c'est excessivement bien fait. Je peux faire la même chose avec le plan incliné. Et là, le plan incliné, je vais le dire, bon, j'ai un peu statique, tout ça. Je peux choisir les matériaux. Donc là, allons-y, tout comme ça, que tout est en plastique. Et je fais juste une simulation. Donc, on voit qu'est-ce qui se passe. L'objet tombe sur un certain nombre. On peut imaginer comme des dominos. Donc, si je vais juste aller fermer ça. Donc, si je veux réinitialiser, donc si par exemple, par la suite, je changeais la bille, là, la bille, au lieu d'être, je pourrais la mettre par exemple en béton, la surface, je pourrais aller la mettre, pas la couleur, mais plutôt la surface, je pourrais aller la mettre en glace. Bon, là, vous voyez un peu tous les concepts qu'on pourrait voir avec les élèves. Donc, sans trop mettre de détails là-dessus, donc, le projet vise à montrer finalement aux élèves, on revient ici dans une démarche de conception, comment est-ce qu'on peut, pas à pas, fabriquer un manège dans lequel la bille a une certaine énergie. Cette certaine énergie-là va être, comme on peut l'imaginer, hein, va être transformée en énergie potentielle, en énergie cinétique, donc un mouvement qui va être fait par la bille. Et donc, le défi que moi, je propose aux élèves, c'est d'élaborer un plan virtuel, pardon, une fois qu'ils auront fait un plan virtuel, pardon, je vais juste revenir à ma page ici. Donc, de fabriquer un manège d'entraînement spatial pour nos deux héros là, du roman. Et cette fois-ci avec des tuyaux isolants. Donc là, ça montre un peu quelques idées qui peuvent être faites, donc avec comment on peut faire une vrille, comment on peut tourner. Donc, soit qu'ils le font sur le mur, soit qu'ils le font sur les bancs. Et donc, le but, bien sûr, c'est que la grille parcourt la distance en le moins de temps, en fait, qu'elle reste au contraire le plus longtemps possible dans le parcours. Donc, j'ai utilisé des tuyaux isolés et je voudrais que cette activité-là, je la fais variablement à chaque année. Là, puis ces mêmes tuyaux-là que je réutilise à chaque année avec du ruban cache qui s'enlève bien, qui s'installe bien. Donc, je n'ai pas à acheter du matériel. J'ai des billes de verre, mais je peux le faire aussi. J'ai des billes en métal, j'ai des billes. Donc, ils peuvent, à ce chapitre-là, tester. Puis aussi, on peut tester avec, là, ici, on a des tuyaux isolants, mais on peut aussi utiliser différents types de plans inclinés. Et par la suite, les élèves sont invités à faire un genre de montage là, sur CapCut ou iMovie où ils filment. Et là, j'ai des belles images où je vois vraiment comme je montre mon local avec les élèves quand ils sont en train de faire ça. Imaginez-vous, là, il y en a vraiment partout. C'est vraiment beau de les voir. Ils sont super intéressés et là, ils documentent. Ils sont en train, là, on les entend s'expliquer. Ils vont commencer par filmer. Puis là, je les mets en mode, OK, là, j'ai des élèves dans le fond de la classe là, qui sont en train, ils enregistrent leur voix. Ils disent, OK, on peut voir ici la bille arrivait très vite. Malheureusement, par exemple, l'élève a fait une montagne. Donc là, il explique pourquoi. Est-ce que c'est l'énergie, est-ce que c'est à cause, pardon, de la force centripète, la force centrifuge? Donc, ils doivent revenir sur des concepts qu'on a remontés en amont. Donc, c'est très pertinent pour eux. Je termine parce que là, j'ai parlé à peu près de tous les niveaux. J'aurais aimé ça en avoir une pour les CP. Donc, celle-là, je l'aime bien avec mes tout-petits. Quelques conceptions premières. Bon, là, eux, ce qu'ils ont à faire ici, c'est une démarche d'analyse. Je vais leur demander comment ça fonctionne dans un circuit électrique. C'est quoi un circuit électrique? Puis là, je leur montre des fils. Puis là, ils sont captivés parce qu'ils voient souvent les plus grands qui font des projets très complexes. Et là, le jour de l'activité, je leur amène de la pâte à modeler que j'ai fabriqué avec les grands. On peut les fabriquer aussi avec les tout petits. C'est très simple. Je montre la recette dans un instant. C'est vraiment de l'eau, du sel, de la farine. C'est vraiment très simple. De l'huile végétale, c'est très simple à faire. Et donc, avec ça, par la suite, là, ils vont être en mode, comme on appelle ici au Québec, le gosseux. Là. Ils doivent vraiment se casser la tête pour essayer de faire fonctionner le circuit électrique. Donc, je vous montre comment, parce que là, bien sûr, hein, on part avec leur conception première. Bon, un seul fil est nécessaire pour amener le courant. Hein. Beaucoup d'enfants pensent que c'est ça, les premiers circuits, puis même quand on en fait des fois avec les grands, puis qui n'ont pas touché à ça, ils vont avoir cette conception-là qu'on a besoin qu'un seul fil, fait qu'on leur montre, on dit, OK, mais essaye avec un seul fil, vas-y, tu vas être capable, puis là, ils voient que ça ne fonctionne pas. Pour plusieurs élèves aussi, c'est le fil électrique qui va épuiser plutôt que l'énergie chimique dans la batterie, dans la pile, pardon.
Donc, je vous montre un peu la petite recette qu'on a fait. On peut aussi utiliser la pâte à modeler du marché, donc ceux qu'on trouve, là, pensons au Play-Doh de ce monde, au Crayola et compagnie. Là. Donc, celle qu'on trouve est en général fait avec l'ingrédient nécessaire. Donc, pour qu'elle puisse être conductrice, ça prend une pâte à modeler qui a du sel. Donc, c'est le sel vraiment à cause de la capacité à s'ioniser, donc à conduire l'électricité. Donc, bien sûr, ce n'est pas un conducteur à même titre qu'un fil en métal, mais c'est un semi-conducteur comme pourrait l'être, par exemple, une mine de crayon. Donc voilà, donc ici, vous avez à l'écran, là, vous voyez que ce n'est pas la même teinte du tout. Je l'ai fait l'exemple pour vous montrer avec de la pâte à modeler que les élèves n'avaient pas fait. Alors, c'est sûr que les couleurs sont plus vives, mais vous voyez ici, ce qui est en vert, c'est de la pâte à modeler dite conductrice, donc comme Play-Doh, Crayola, comme je vous disais, mais on peut, et j'ai de la pâte à modeler dite isolante parce qu'elle, c'est une pâte à modeler à base minérale, donc elle n'est pas du tout, donc les élèves doivent, ils partent tous avec le kit de départ, c'est-à-dire une pile, des fils, et ils doivent faire, bien sûr, avant de se rendre là, vous imaginez bien avant de faire un circuit comme ça, il y a vraiment plusieurs étapes, donc si je reviens, ils doivent vraiment essayer de se pencher, voir qu'est-ce qui pourrait, comment ça fonctionne. Là, ils voient que les lumières d'aile ont deux filaments, comment je pourrais les brancher. Là, c'est sûr que mon travail, moi, la première chose que je vais leur dire, surtout avec les tout petits, c'est de faire des grands, grands, grands serpents. Alors, fais-moi des grands, grands, grands serpents. Avec là, ils prennent leur boule, ils font des très grands serpents. Puis là, à ce moment-là, je n'ai pas du tout introduit la pâte à modeler dite isolante. Et c'est après ça, une fois que les élèves arrivent à brancher littéralement avec leur lumière d'aile. Là, après ça, on se questionne pourquoi là, ça fonctionnait bien, comme on voit à droite, mais ça ne fonctionne pas si je colle deux pâtes à modeler conductrices. Ah, bon, on explique parce que le courant électrique est un petit peu comme nous, hein, des fois, il est un petit peu paresseux. Alors, plutôt que de se donner le trouble de passer par le filament des DEL, ben, il va carrément passer à travers la pâte à modeler. Donc d'où l'intérêt de passer directement avec une pâte de mettre justement entre les deux en sandwich, littéralement, la pâte à modeler dite isolante. Puis là, on voit différentes choses que les élèves ont pu faire là, avec. Donc, toute leur créativité. Une fois qu'ils avaient compris ça, je vous dirais que le deuxième cours, là, on s'est plus sensé. Je dis, OK, maintenant, vous avez accès à de la pâte à modeler de différentes couleurs, vous pouvez utiliser isolant. Et là, ils devaient faire pour les plus grands, parce que ça, là j'ai fait avec les CP, c'était vraiment que de le faire fonctionner, c'était vraiment l'aspect wow. Avec les plus grands, là, on avait vraiment, tu dois me faire un circuit en parallèle, un circuit en série, donc tout ça. Donc, il y avait différentes contraintes.